Histoire de l'église de Don Charles Poulet, la papauté d'Avignon, suite 4. Centralisation et fiscalité avignonnaise. Quel jugement porté sur les papes d'Avignon? Sans doute, les instances des Valois et celles des cardinaux ont contribué plus que de raison à prolonger leur exil. Mais l'état d'anarchie où la péninsule se débattait la rendit longtemps inhabitable. D'ailleurs, par leur séjour à Avignon, les papes espéraient mettre fin à la guerre de 100 ans, ce qui aurait permis la croisade. Il faut signaler surtout les efforts de Clément VI. Il parvint à former une ligue navale entre Vénitiens et Latins d'Orient, Chypre et Hospitaliers, contre les Turcs, qui déjà établis sur les côtes d'Asie mineure infestaient l'archipel. La prise de Smyrne, le 28 octobre 1344, et la victoire d'Imbros en 1347 débarrassèrent la Méditerranée des corsaires turcs. Mais la rivalité de Gênes et de Venise et l'incapacité du dauphin Humbert de Vienne, généralissime de la croisade, empêchèrent de faire davantage. Sous les papes d'Avignon, la centralisation du gouvernement de l'Église s'accentua. Les appels au pape devinrent très fréquents. Le Saint-Siège s'occupa beaucoup plus des affaires des ordres religieux, leur imposant des réformes ou des dignitaires. Surtout, la papauté intervint davantage dans la collation des bénéfices en multipliant les cas de réserve, c'est-à-dire ceux où le souverain pontife s'attribue le privilège de la nomination. Étendant une mesure prise par Clément IV, déjà Boniface VIII s'était réservé de nommer aux bénéfices dont les titulaires viendraient à mourir près du séjour de la cour pontificale. Sous Jean XXII, la réserve atteignait tous les bénéfices qui perdent leur titulaire par rejet d'élection, par déposition ou renonciation. De même, tous les bénéfices des cardinaux et des officiers pontificaux à leur décès. Les réserves ne cessèrent d'augmenter tant qu'enfin Grégoire XI s'adjugea la nomination à toutes les églises patriarcales, archiépiscopales et à tous les monastères d'hommes. Outre qu'en principe le Saint-Siège possède la plenaria dispositio, on alléguait surtout les illégalités commises par les collateurs ordinaires dans le choix des candidats et les démêlés occasionnés par les élections épiscopales ou abbatiales. En effet, la discorde règne au sein des chapitres et avec elle la simonie et les schismes qui prolongent les vacances. D'autant plus qu'on pouvait toujours épiloguer sur les résultats d'une élection, puisque la majorité numérique ne suffisait pas par elle-même, mais qu'elle devait être reconnue la plus saine, senior. Ajoutons qu'à cette époque de lutte, en Allemagne et en Italie surtout, il importait que les prélats nommés fussent tous dévoués au Saint-Siège. Pratiquement, la papauté consent à entrer en composition avec les chapitres dont elle agrée souvent le candidat. Parfois, quand elle n'a pu faire passer son protégé, elle se résigne à le nommer à un autre bénéfice. Il lui arrive aussi de tenir compte des désirs du roi ou des grands. L'autocratisme n'est donc point si criant que plusieurs l'ont prétendu. L'abus véritable vint du cumul des bénéfices. Le Saint-Siège trouva pratique d'entretenir les cardinaux et les officiers de la cour pontificale en leur accordant des bénéfices parfois très nombreux. Par une sorte d'hypothèque, on allait même jusqu'à désigner le futur titulaire d'un bénéfice encore occupé. Expectative. Les clercs anglais furent particulièrement mécontents de ce qu'un grand nombre de bénéfices fussent accordés à des personnages de curie étrangers au pays. Le système des réserves avait d'ailleurs une utilité financière directe. Les prélats nommés par le Saint-Siège devaient lui reconnaître certains droits. Premièrement, les communs services acquittés par les nouveaux évêques et abbés à la chambre apostolique, et qui jadis, donc gratuits, étaient devenus au XIIIe siècle la taxe obligatoire. Deuxièmement,
Les menus services ou gratifications consenties au personnel de la cour romaine. Troisièmement, la sacra payée à l'occasion de la consécration ou de la bénédiction à la cour pontificale. Et les visitationes ad limina, redevances dues lors des visites obligatoires à la curie. Quatrièmement, enfin les droits de chancellerie. À ces impôts payés au siège de la curie, il faut ajouter les anates, autrement dit, les revenus produits pendant la première année qui suit la collation à un nouveau titulaire. D'autre part, à la mort du bénéficiaire, la papauté usait du droit de dépouille, qui s'exerçait en particulier sur le mobilier, le trésor et la bibliothèque du défunt. Elle percevait aussi les vacants, autrement dit les fruits du bénéfice, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. Ajoutons que le Saint-Siège levait parfois aussi sur les bénéfices ecclésiastiques des décimes, secours extraordinaire exigé soit pour organiser la croisade, soit pour la guerre d'Italie. Elle demandait aussi au clergé des subsides caritatifs, subsidia caritativa. Mais il faut se rappeler que les revenus jadis tirés de l'Italie n'arrivaient plus à Avignon, que les puissances tributaires acquittaient toujours plus mal leurs redevances, que les papes devaient entretenir des mercenaires à leur solde. La centralisation réalisée par les papes d'Avignon provoquera en partie les réactions anarchiques qui aboutiront au concile de Bâle.